Oui, c'est moi, Paul. Attendez, je suis en train de galérer, mais je suis là. Voilà. Arnaud, il paraîtrait qu'on ne Bonjour. t'entendrait pas. Euh, alors la personne de droite, oui, c'est moi, je m'appelle Arnaud. Donc, faux départ. Sinon, c'est pas drôle. Donc, je m'appelle Arnaud. À ma gauche, il y a Paul. Et du coup, on vous Rebonjour. remercie d'être là pour nous suivre pour un atelier du coup sur les réseaux de neurones. Réseau de Voilà. neurones. Donc c'est un atelier qu'on va présenter, enfin c'est une activité qu'on va présenter pour commencer Arnaud et moi. Juste rapidement pour nous présenter, Arnaud et moi nous sommes tous deux des médiateurs scientifiques qui travaillons à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes en temps de non-confinement et dans l'association Trace. Euh, donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout des experts en réseau de neurones, nous. On s'est posé des questions, on a fait plein de recherches sur Internet, on a discuté avec des chercheurs, on a discuté avec des gens, on a regardé des documentaires pour essayer de chercher des réponses à tout ça. Et on va vous proposer... il y a des bugs. Ah, pas vrai, oui. Bon, euh, pour Pour certaines l'instant, personnes, il y a des s'il n'y a bugs, pas... mais bon. Si tout le monde a des bugs, on On va fera une pause, mais là, ça a l'air de concerner surtout quelques personnes, donc c'est peut-être votre connexion à vous qui a un souci. Donc, on va vous présenter cette activité. Alors, il y en a qui ont déjà très bien compris comment fonctionne le chat et l'utilisent, et c'est parfait. Donc, nous, on va être là sur cet écran live. À côté, pour celles et ceux qui sont inscrits sur Twitch, il est possible de participer au chat, donc de poser des questions dessus. Si vous avez des questions parce que vous avez des problèmes techniques, il y a des personnes de l'équipe qui essaieront de vous aider comme ils peuvent à distance. Mais si vous avez aussi des questions de fond ou des questions sur les réseaux de neurones, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Soit on y répondra tout de suite si c'est le moment d'y répondre, soit on les gardera pour plus tard si ça nous semble plus pertinent de les garder pour plus tard. Mais nous, on va essayer de vraiment tout suivre. Si jamais vous avez l'impression qu'on a oublié une question, qu'on l'a pas vue, n'hésitez pas à la Du reposer. coup, si on est là aujourd'hui avec Paul, c'est parce que donc on travaille à un espace de sciences dans le 5e arrondissement de Paris et notre travail, c'est un peu de rencontrer du public. Et le problème, c'est que rencontrer du public en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc on était au chômage technique, mais on s'est dit que pour ne pas rester au chômage technique, eh ben, nous allons faire des ateliers directement avec vous sur Internet ou avec les personnes qui sont intéressées. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc l'idée, voilà, c'est de faire un peu ce qu'on fait différemment, forcément, parce qu'on n'est pas sur le même format. Donc on essaye de s'adapter. Puis je vais vous laisser Paul expliquer quelle forme un petit peu ça va prendre et à quoi ça va consister. Ouais. Alors, une dernière chose sur les questions, si jamais vous n'avez pas pu, pour une raison ou pour une autre, créer un compte sur Twitch et que du coup vous ne pouvez pas poser les questions dans le chat, vous pouvez quand même nous les envoyer par email à l'adresse confintascience@gmail.com, tout en minuscule et tout attaché, confintascience. Pareil, on essaiera de les prendre en compte et de les poser à un moment opportun, plutôt vers Juste la là, fin. parce que je sais ce que j'ai écrit par message, mais c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas précisé, alors je sais pas, mais on va vous conseiller d'être sur un ordinateur autant que possible. Si c'est possible, vous mettez sur un ordinateur, parce que pour la suite de l'activité, ce sera beaucoup plus simple. C'est vrai. Et les dernières choses, Arnaud a déjà commencé à le dire, mais donc cette activité, c'est la première fois qu'on l'a fait. D'habitude, on est en face de gens en 3D, on interagit avec des gens en 3D IRL, pas avec des interfaces et des écrans. Donc c'est la première fois qu'on montre quelque chose qui ressemble à ça. N'hésitez pas à la fin de nous envoyer vos retours, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, s'il y a des choses que vous avez trouvées très bien ou des choses que vous pensez qu'on peut améliorer. N'hésitez pas vraiment à nous donner tous les retours possibles et imaginables. À la fin, on est complètement preneur. Voilà, alors le menu, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite introduction sur qu'est-ce que c'est les réseaux de neurones formels en informatique. Euh, c'est un sujet qui nous a intéressé, Arnaud et moi. On a regardé au maximum plein de choses et on va vous partager une petite introduction qui compile tout ce qu'on a trouvé d'intéressant pour introduire le sujet en 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 minutes s'il y a des questions, mais pas beaucoup plus. Au bout de 20 minutes, on va être rejoint par
Théo Sanchez et Baptiste Caramieux, qui sont deux chercheurs qui travaillent à l'INRIA à Saclay, qui vont vous présenter Marcel. Marcel, qui est une intelligence artificielle qui est capable d'apprendre à jouer au Pictionary, et vous allez pouvoir, et bien sûr, il y a des réseaux de neurones dans l'algorithme qui est derrière, sinon on ne serait pas dans le sujet, et vous pourrez apprendre chez vous, à Marcel, à jouer au Pictionary, avec succès ou pas, on verra. Et une fois que cette activité avec Marcel sera terminée, ça va prendre à nouveau une demi-heure, quelque chose comme ça, mais on prendra un quart d'heure, en tout cas le temps qui reste jusqu'à ce qu'on en ait marre, pour faire un échange de questions-réponses avec les chercheurs, donc Baptiste et Théo. Voilà. Donc toutes les questions qui vous viennent là, parce que c'est des questions sur le fil, sur ce qui est en train de se passer, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le chat ou par mail et on y répondra dans la mesure du possible. Si c'est des questions de fond que vous avez envie de poser aux chercheurs qui seront là à la fin, eh ben, envoyez-les nous aussi en précisant que c'est pour les chercheurs et on les garde pour la fin. Voilà, donc on va commencer par la petite introduction sur c'est quoi les réseaux de neurones. C'est moi qui vais être en charge de cette petite introduction, je vais le faire tout seul parce que c'est compliqué de se passer la parole avec Arnaud via ce format. Et donc déjà, qu'est-ce que c'est un réseau de neurones? Il y en a qui n'ont ni son ni image, c'est un problème. Déjà, avant de parler de ce que c'est qu'un réseau de neurones, déjà, parlons puisque en plus on a décidé que c'était la thématique de cette semaine, on va parler de cerveau et on va parler de neurones. Avant de parler de quoi que ce soit de formel, de mathématiques, d'informatique, on va déjà parler de d'où vient ce mot. C'est quoi un neurone? Un neurone à la base, peut-être que vous êtes déjà nombreux à le savoir, c'est une cellule qu'on trouve dans le système nerveux. C'est le nom des cellules du système nerveux. Les neurones, alors hop là, je vous ai fait un dessin digne d'un projet de fin d'études. Alors, je ne sais pas si on voit quoi que ce soit. Si on voit, c'est pixelisé, mais on le voit. Donc, les neurones, ce sont ces cellules que vous avez peut-être déjà vu passer dans des documentaires, dans des livres, dans des cours de bio. C'est les cellules du système nerveux qui ressemblent grosso modo à ça et qui ont comme fonction de transmettre des informations au sein du système nerveux. Alors, comment ça fonctionne? Bon, là, vous avez la cellule, là, vous avez le noyau, là, vous avez la membrane de la cellule, et les neurones, elles ont une forme un peu particulière. Il y a plein d'espèces de petites ramifications, là, qu'on appelle des dendrites, et une immense ramification qui se barre, là, loin, qu'on appelle un axone. Il n'y en a qu'une seule par neurone, si j'ai bien suivi. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la vie, un neurone? Ça reçoit des signaux, notamment via toute cette partie où il y a des dendrites, ça reçoit des signaux qui viennent des neurones environnants. Et la mission ou la tâche d'un neurone biologique, ça va être de, en fonction des signaux qu'il reçoit, s'activer et transmettre un signal à son tour, qui partira via l'axone pour aller être transmis à d'autres neurones. Mais fondamentalement, en gros, pour résumer très grossièrement, la fonction d'un neurone, d'une cellule nerveuse, c'est d'être activé ou pas par les signaux qu'il reçoit. Alors, d'ailleurs, c'est un neurone, c'est masculin. J'ai appris ça à l'occasion, je dis une neurone toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui. La fonction d'un neurone, c'est de s'activer ou pas et de transmettre un signal vers d'autres neurones qui s'activeront ou pas. On ne va pas rentrer plus dans le détail sur le fonctionnement des neurones biologiques, parce que ça va finalement pas vraiment être le sujet de ce qu'on va raconter aujourd'hui. Nous, on va surtout parler d'un modèle, d'une modélisation qui a été faite à partir des années 50 pour résumer ce fonctionnement, mais cette fois-ci à quelque chose de plus formel et qui n'est pas forcément biologique. Dans les années 50, il y a un objet, un outil informatique, mathématique qui a été créé et qu'on appelle le neurone, parce que ça s'inspire de ce que je viens de raconter. Le neurone, ça serait comme une sorte d'automate qui reprend... Attendez, je vais prendre un petit truc. On va faire une animation digne d'un C'est pas sorcier. Un neurone. Tac. Voilà. Un neurone formel, cette fois. Donc, ce n'est pas un neurone naturel. Ce n'est pas comme ça que fonctionne un neurone dans le corps humain. C'est une simplification. Un neurone formel, c'est quelque chose qui peut récupérer... comme le neurone naturel, par analogie. Alors attendez, je ne vais pas y arriver à l'envers, donc je vais les coller en les regardant. C'est au-delà de mes capacités. Est-ce que tu peux parler un petit peu moins vite, Paul? Oui, je peux parler beaucoup moins vite.
Un neurone formel, du coup, c'est quelque chose, un automate, qui reçoit des signaux. Et ces signaux vont être pondérés par des poids. Par exemple, ce signal-là, il va être pondéré par un poids, il sera plus ou moins amplifié. Ce signal-là, il sera aussi pondéré. Et ce signal-là, il sera aussi amplifié, plus ou moins amplifié. La fonction de cet automate, du neurone formel, ça va être de sommer les signaux qu'il reçoit, moyennant les poids qui pondèrent les signaux en question. Et si la somme de ces signaux est plus grande qu'un seuil, alors à son tour, il va envoyer un signal. Donc là, j'essaye de bien viser la webcam, mais c'est un peu compliqué parce que j'ai un retard de 15 secondes sur l'image. Voilà. Euh, voilà. Donc il va renvoyer un signal ou pas. Pas celui-là que je voulais envoyer. Il va envoyer un signal ou pas. Voilà. Alors, bon, c'est sympa hein, de modéliser un neurone en faisant quelque chose de plus simple, mais on peut se demander à quoi ça peut bien servir. Eh ben, de la même façon que dans un corps humain, les neurones ne sont jamais tout seuls, ils sont avec plein d'autres et ils forment tout un réseau. On s'est vite rendu compte, pareil, dès les années 50, que en mettant ces neurones formels en réseau, on peut réussir à faire des choses intéressantes. On peut notamment réussir à les utiliser pour faire de l'apprentissage machine, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui du machine learning. Alors, qu'est-ce que c'est le machine learning? Là, pour vous expliquer rapidement ce que c'est que le machine learning, je vais reprendre exactement l'explication qu'il y a dans la vidéo de David Loapre de la chaîne Science Étonnante sur le deep learning, que je vous conseille. On vous l'enverra après dans les liens que vous pouvez suivre si vous avez envie d'aller plus loin. Pour essayer de comprendre ce que c'est que le machine learning, bah déjà, on va essayer de comprendre ce que c'est quand c'est un humain qui apprend. À quoi ça sert d'apprendre? Oui, une question? Non, c'était juste un bruit de micro. À quoi ça sert d'apprendre? C'est apprendre, qu'est-ce que c'est le machine learning et à quoi ça sert d'apprendre? C'est de récupérer des données, des choses qu'on a remarquées, qu'on a observées, d'essayer d'en tirer une généralisation pour ensuite pouvoir faire des prédictions plus tard à partir de cette généralisation. Alors déjà, comment nous, les humains, on peut faire ça? Ben, imaginons que vous êtes botaniste et que vous vous baladez dans une forêt et que vous avez envie de savoir est-ce qu'il y a une relation entre la hauteur des arbres d'une espèce et leur diamètre au sol. Et donc, bah, puisque vous avez envie de savoir, vous vous baladez dans la forêt, vous mesurez tous les arbres que vous croisez et vous vous retrouvez avec ça, c'est-à-dire des données. Vous avez mesuré le diamètre des arbres que vous avez croisés, leur hauteur. Attendez, j'ai écrit largeur, mais c'est une hauteur. Voilà. Vous avez mesuré du coup les arbres pas les plus grands parce que forcément, s'ils font 15 mètres de haut, c'est compliqué à mesurer. Mais vous avez pris les arbres qui faisaient jusqu'à 4-5 mètres. Vous mesurez la largeur d'un côté, la hauteur correspondante. Bon, voilà. Et vous retrouvez avec ce qu'on appelle des données. Bon, bah là, comme ça, quand on voit des données, on a du mal à savoir ce que ça veut dire. C'est juste une succession de chiffres. Souvent, ce qu'on fait, quand on veut essayer de voir s'il y a quelque chose, si on peut généraliser des données, ce que font les humains en général, et notamment les scientifiques, c'est qu'ils les tracent sur un graphique. Alors, c'est ce qu'on va faire. Ces données-là, le fil est court. Si je les trace sur un graphique, ça me donne quelque chose qui est à l'envers. Voilà. Ça me donne quelque chose comme ça. Voilà, chaque point représente l'une des données du tableau que je vous ai montré juste avant. Et là, tout de suite, quand on est un être humain et qu'on a un peu l'habitude, ou même pas d'ailleurs, quand on est un être humain, il y a quelque chose qu'on voit, qu'on a envie de faire tout de suite. On voit que tous les points ont l'air d'être alignés. Donc on peut généraliser, nous, en tant qu'être humain, en se disant, bah, très certainement, on peut faire passer une droite parmi ces points. Alors, je vais faire passer une droite parmi ces points. Tac.
droite qui du coup est au papier calque, enfin au papier cuisson. Voilà. Et globalement, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de faire une généralisation. On vient de se dire, bon, bah, les points qu'on vient de faire ont tous l'air d'être à peu près sur cette droite. On va généraliser en disant que bah, y a une loi qui dit que les arbres de cette espèce, ben, leur hauteur et leur largeur au sol est reliée Paul, par tu as cette des petites relation, par cette questions. droite. Ouais, Il y a Serra de 9 ans qui te demande en combien de temps un neurone y communique avec un autre. et ben, ça c'est une très bonne question que je pense qu'on pourra reposer plus tard aux chercheurs qu'on va voir. Moi j'aurais tendance à répondre, bah, en fait ça dépend comment tu le fais. Ton neurone, alors ça dépend déjà de quel neurone tu parles. Si tu parles d'un neurone biologique, dans quel cas je ne sais pas. Euh, en fait, de toute façon, je ne saurais pas répondre. Donc, on va poser la question aux chercheurs à la fin. En combien de temps ça transmet une information à un neurone? Et ça dépendra sûrement, à mon avis, la réponse, ça va être ça dépend du neurone. Si c'est un neurone biologique, ça ne va pas être la même vitesse que si c'est un neurone formel. Et puis ensuite, ça dépend. Si c'est un neurone que tu as construit sur un vieil ordinateur des années 50, je suis sûr que ça va aller beaucoup moins vite que sur un ordinateur d'aujourd'hui. Mais on demandera tout à l'heure s'il y a des vitesses et s'il y a des choses qui sont connues. Et donc, Serra nous donne l'information que c'est de l'ordre de la milliseconde parmi les neurones biologiques. Voilà. Merci Serra. Pour revenir à j'en étais, merci Serra. Donc, là, je viens de faire une généralisation à partir de données. Et maintenant que j'ai une généralisation, je peux faire des prédictions. C'est-à-dire que si je croise un arbre qui ne fait pas partie de mes données, si je croise un arbre de la même espèce qui a par exemple un diamètre ici, eh ben, je vais pouvoir deviner sa hauteur grâce à cette généralisation. Si ma généralisation est bien fichue, ça va marcher et je vais pouvoir deviner la hauteur de l'arbre à partir de son diamètre. Si ma généralisation est mal fichue, ben, ça ne marchera pas. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans le cas d'un humain. On vient de faire un processus où on a pris des données, on en a tiré une généralisation et à partir de ça, on peut faire des prédictions. Ce qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage par des machines, eh ben, c'est de faire exactement ce que je viens de faire, sauf qu'au lieu que ce soit un être humain qui le fasse, ben, c'est une machine qui va devoir chercher elle-même la relation. Alors, comment ça peut se faire ça? Ben, là, moi, je l'ai tout de suite vu, ça a l'air d'être une droite, j'ai placé ma droite directement dessus. Un algorithme, il faut lui donner une façon de procéder. Donc, là, ça va être une Alors animation juste très Paul, il y compliquée a dans ma. Mero qui te demande pourquoi on généralise la courbe du graphique. Alors, pourquoi on généralise la courbe du graphique? Généraliser, ça nous permet de savoir, d'essayer de deviner ce qui se passerait si on avait un point ailleurs. Donc, généraliser, ça permet de, ensuite, pouvoir faire une prédiction. Là, c'est mes données, pas généraliser. J'ai ces points-là. Voilà, ça, c'est ce que j'ai observé. Quand je vois mes points comme ça, je me dis, bon, peut-être je peux généraliser en faisant une droite comme ça. Je la colle, j'arrive. Hop. Donc là, j'ai fait ma droite, j'ai généralisé. Et si ma généralisation, elle est bien faite, elle n'est pas absurde, eh ben, je vais pouvoir faire des prédictions. Je vais pouvoir deviner maintenant si je rencontre des arbres que je n'ai pas déjà mesurés. Si je rencontre un arbre qui a un diamètre ici, je vais pouvoir essayer de deviner qu'il fait cette hauteur. Et si ma généralisation elle marche, alors je vais réussir à deviner. Si par contre ma généralisation était plus compliquée, ben, ça ne va pas marcher. Mais là, là, il faudrait essayer. Il faudrait aller dans la forêt et vérifier avec des nouveaux arbres si ça marche. Donc, comment on peut faire ça à une machine? Bon, là, c'est quelque chose de relativement simple. On veut faire ça avec une droite. Donc, si on veut, ce qu'il faudrait, là, si on voulait qu'une machine apprenne cette relation-là, eh bien, il faudrait lui dire, on pourrait faire un truc assez simple. Voilà, attendez, je perds le contrôle de mon scotch. Voilà. On pourra faire un truc assez simple en lui disant, bon, ben voilà, les données, c'est ça. Tu prends une droite et tu cherches toutes les droites possibles jusqu'à ce que tu trouves la droite qui passe par tous les points. Et à partir de là, tu as ta généralisation. Donc, ce qu'il faut pour faire du machine learning, c'est quand même qu'il faut expliquer à la machine, à l'algorithme, qu'il y a quelque chose à chercher. Il y a les données et ensuite, il doit chercher quelle est la fonction qui passe par tous ces points. Et une fois qu'il a trouvé la meilleure fonction possible, tac,
à force d'avoir cherché, alors l'algorithme a fait son apprentissage, il a appris la... Là, il a fait une généralisation, il a appris une généralisation, et à partir de maintenant, si je lui donne des nouvelles données, il va pouvoir faire des prédictions. Voilà. Donc, le principe de faire de l'apprentissage à une machine, c'est juste ça. C'est juste ce que nous, on fait déjà d'habitude. On peut faire déjà d'habitude. Ça voudrait donc dire que le machine learning a besoin de données pas trop éparpillées pour fonctionner. Ça, c'est une bonne question qu'on va pouvoir garder aussi pour la fin. Moi, j'aurais tendance à dire que plus les données sont éparpillées et que c'est le bazar, plus il va vous falloir quelque chose de complexe pour réussir à ce que l'algorithme ou que la machine apprenne. Et plus les données sont simples, comme là où franchement ça va, c'est pas trop éparpillé, on voit bien, plus ça va se faire facilement. Mais justement, là, on vient d'essayer d'imaginer un algorithme pour quelque chose de très très simple. Essayer de retrouver une droite qui passe par des points qui sont bien 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 alignés. Mais il y a des choses qu'on peut essayer de demander à faire aux machines d'apprendre, qui sont beaucoup plus compliquées que de juste essayer de reconnaître une droite. Par exemple, on peut essayer de faire deviner aux machines de reconnaître une image, un type d'image, de reconnaître. Peut-être vous avez joué avec les liens qu'on vous a envoyés cet après-midi. Vous avez des pages internet qui sont capables de reconnaître des photos de chats. Vous envoyez une photo et l'algorithme qui est derrière est capable de vous dire si c'est un chat ou pas. Et il se débrouille assez bien. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais globalement, il est plutôt robuste, à moins que votre chat soit complètement caché derrière un truc, il va le reconnaître. Donc, apparemment, c'est possible d'apprendre à une machine à reconnaître quelque chose de plus complexe que juste une droite. On peut lui essayer de lui faire reconnaître même carrément une image ou un objet, un chat. Alors, comment c'est possible de faire trouver une fonction aussi compliquée qu'il puisse vous dire, qu'il puisse reconnaître un chat? Juste une petite question technique. Pour les gens pour qui il y a des problèmes de lecture, l'émission est disponible encore 14 jours en replay sur la chaîne. Du coup, si vous voulez rattraper ça, vous pouvez le regarder et ça marchera peut-être mieux parce qu'il y aura moins de monde en même temps. Voilà. Oui, on est désolé qu'il y ait des aléas techniques, ce qui est, c'est comme ça, dès qu'on est quelque part sur une interface, il y a forcément des problèmes. Qu'est-ce que je vous racontais? Oui, quand on veut faire quelque chose de plus complexe que juste reconnaître une droite, alors il va falloir trouver une fonction plus compliquée que juste teste ta droite. Et c'est là que les neurones peuvent devenir, en tout cas les neurones formels, peuvent devenir quelque chose de très intéressant. Puisque pour la droite, tout à l'heure, notre algorithme, c'était juste de tester une droite. Et donc là, les deux seules choses qu'on avait à paramétrer pour finir par trouver, pour qu'une machine finisse par trouver où est-ce que la droite passe, c'était soit de paramétrer la pente de la droite. Donc l'algorithme, il peut tester, bon, est-ce que ça marche? Non, ça marche, non, ça marche, non, ça marche, non. Ça. Ou de paramétrer la hauteur. Est-ce que la droite, elle part de là? Est-ce qu'elle part de là? Pardon, hop, je suis sorti de l'écran. Est-ce que la droite, elle part de là? Est-ce que la droite, elle part de plus bas, de plus haut, etc. Donc il y a deux choses qu'un algorithme peut tester, paramétrer pour essayer de trouver la loi. Bon, pour trouver, essayer de deviner si c'est un chat ou pas, par exemple, sur une photo, là, il n'y a pas que deux trucs à attester. C'est beaucoup plus complexe. Il faut réussir à trouver une fonction qui est beaucoup plus complexe. Et un truc qui peut nous servir à ça, ce sont les neurones formels. Alors, comment les neurones formels, ça peut faire office de fonction? Comment on peut les paramétrer? Si je reprends mon montage de tout à l'heure, il y a un signal qui est tombé, voilà. Je vous ai dit que comment ça fonctionne un neurone formel. Alors, un neurone formel, il reçoit des signaux, donc il reçoit des entrées, on lui donne quelque chose. Il va leur attribuer un poids, c'est-à-dire que chaque entrée va être plus ou moins atténuée ou plus ou moins amplifiée. Et si la somme de ces entrées est supérieure à un certain seuil, par exemple, alors ça va déclencher une sortie. Ça veut dire que chaque neurone va avoir plusieurs choses qu'on peut paramétrer dessus. On peut paramétrer le poids qu'on attribue à chaque entrée et on peut paramétrer le seuil au-delà duquel le neurone va se déclencher. Ça nous fait plein de choses qu'on peut paramétrer. Et si jamais on décide pas d'avoir un seul neurone, mais d'en avoir plein, et encore, là je vous en ai fait que quelques-uns, mais plein, et puis qu'on branche
les entrées des neurones les uns sur les autres et les sorties les unes sur les autres. Alors, hop, je vais vous faire un petit dessin. Hop. Par exemple, comme ça. Là, ce neurone-là, bon, hop là, si je prends ce neurone-là au centre, il a comme entrée la sortie de ce neurone-là, la sortie de ce neurone-là, la sortie de ce neurone-là. Et puis, si jamais il s'excite, il va sortir un signal qui va partir sur ce neurone-là, sur ce neurone-là. Donc, pardon, j'ai dû sortir de l'écran. Donc, là, on a quelque chose qu'on appelle un réseau de neurones, et chaque neurone peut être paramétré parce que chaque sortie, chaque entrée, on peut lui donner plus ou moins de poids. Chaque neurone peut avoir des seuils différents, et alors on peut faire plein de paramètres. On peut faire des fonctions aussi compliquées qu'on veut pour essayer de reconnaître et de faire des généralisations aussi compliquées qu'on veut, ou pas. En tout cas, ça, on pourra demander tout à l'heure aux chercheurs, est-ce qu'on peut faire tout avec des réseaux de neurones, ou est-ce qu'il y a des trucs qui sont trop complexes pour eux. Donc on se retrouve avec ça, avec la possibilité de faire, de tester des données. Comment ça fonctionne dans un réseau de neurones. Alors comme on disait tout à l'heure, on a des données, quelque chose qu'on sait. On sait que par exemple, si je reparle de photos de chat, on sait que cette photo, c'est une photo de chat. Cette photo, c'est une photo de chat. On prend genre 1000 photos de chat, on sait que c'est des photos de chat, et on les donne au réseau de neurones en lui disant à chaque fois, bon, alors ça, c'est la photo, et la photo, c'est les entrées. Toute la photo est décomposée en entrées pour le réseau de neurones, et on lui dit, la réponse, si tu reçois ça, c'est un chat. Donc, le réseau de neurones se paramètre pour essayer de faire, ok, si j'ai un truc comme ça en entrée, ça doit dire chat. Ok. On montre une autre photo, et puis il va essayer de se paramétrer pour que ça rentre. Pareil, comme tout à l'heure avec les points de la droite, sauf que là, c'est des photos et pas des points de droite. Etc., 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 etc. Et une fois que le réseau de neurones aura vu plein de photos de chats, qui leur a appris à les reconnaître, on appelle ça la phase d'apprentissage. Comme tout à l'heure, on avait la droite, et on essayait de trouver la droite qui passait par les points. Là, on essaie de trouver le réseau de neurones qui accepte toutes les photos de chats. Et puis à la fin, une fois qu'on a le réseau qui fonctionne sur plein de photos de chats, on va dire il a appris, et on va pouvoir le tester, voir si quand on lui met une nouvelle photo qu'il n'avait pas été entraîné dessus, il va reconnaître si c'est un chat ou pas. Voilà. Alors, voilà ce qu'on voulait vous raconter juste rapidement sur ce que c'est que les réseaux de neurones et à quoi ça sert, et en quoi c'est vraiment intéressant pour faire ce qu'on appelle du machine learning ou de l'apprentissage machine. Ce qu'on vous propose de faire dans la suite, alors parmi les questions qui sont passées, celles qui ont été posées tout de suite, hop, ça a été fait. S'il y en a d'autres que vous voulez garder et qu'on répondra à la fin, les deux questions envoyer. que vous avez posées, Floy et Merog, c'est super question pour les chercheurs, je pense là, ils pourront vraiment bien vous répondre, donc on les note, je les mets de côté et on les reposera à la fin. Très bien, donc on les note et on les garde pour plus tard. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est que après cette petite introduction sur c'est quoi un réseau de neurones, à quoi ça peut bien servir et comment ça peut nous être utilisé pour faire apprendre à les machines, on va faire intervenir deux chercheurs, donc Théo et Baptiste, qui se présenteront, qui diront exactement du fond, par la magie de l'informatique. Du coup, bonjour à Théo, bonjour Baptiste. Ah, apparemment, on a un écho. Alors, Est-ce que si je parle, il y a un écho? Vous m'entendez bien? Et moi Un écho de moi. Est-ce qu'il y a comme ça, je vais faire encore un écho? Je vais parler, si c'est moi qui fais des échos. Baptiste et Théo, vous pouvez comment parler? Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez en écho? Ici, tout le monde nous dit qu'il y a un écho, donc je pense qu'il y a vraiment un écho. Alors, j'essaye quelque chose. Non, c'est mieux. Ah, c'est bon? Et maintenant? C'est mieux ou il n'y a plus? Allô? Tout le monde. Apparemment, il y a un écho de tout le monde. Ok. C'est bon? C'est bon. On nous dit que c'est bon. Ah, super. Ok. Ah, c'est très bien. La magie de la technique. T'as rien fait, c'est ça? Mais, bon. Du coup. Eh bien, du coup, bonjour Théo et bonjour Baptiste. On va vous laisser la parole surtout à vous maintenant. Et donc avec vous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez nous introduire à Marcel, qui est un programme, une intelligence artificielle que vous avez
fabriquée, vous. Vous nous expliquerez exactement peut-être pourquoi et ce qu'elle fait. Et on va vous proposer du coup, vous, chez vous, on va vous partager Marcel et vous allez pouvoir l'entraîner, justement, comme ce qu'on racontait avant, pour qu'un réseau de neurones fonctionne, pour qu'un programme comme ça fonctionne. Il faut l'entraîner et ensuite on va voir s'il est capable de reconnaître des images. Et je vous laisse la parole et je ne vous embête. D'accord. Donc peut-être je vais commencer. Donc moi, voilà, peut-être pour me présenter en 1 minute. Donc je m'appelle Baptiste Caramio et en fait je suis chercheur au CNRS dans une équipe INRIA sur le plateau de Saclay. Voilà. On essaie de regarder, maintenant que ces technologies de machine learning ou maintenant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle sont présentes Alors une grande un partie. instant, Baptiste. Oui. Est-ce que le son est revenu? Ouais, c'est bon. Il y a un petit coupure de son, du coup, C'est peut-être bon? tu peux reprendre. Oui, pas de problème, n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème technique ou quoi. Si tu peux reprendre. Ouais, désolé. Ok. Donc, je sais pas à partir d'où, mais en gros, c'est que donc nous sommes une équipe qui s'appelle Exitu et qui faisons des recherches sur des interactions entre humains et machines. Donc en fait, nous, on s'intéresse à les interactions, enfin avec Théo et d'autres collègues, plus particulièrement aux interactions que nous, on a en tant qu'utilisateurs, en tant qu'humains, avec des systèmes intelligents, c'est-à-dire des systèmes où il y a du machine learning, de l'intelligence artificielle, etc. Et donc en fait, ces systèmes sont finalement à peu près partout maintenant, car l'intelligence artificielle ou le machine learning est à peu près intégré dans une grande partie des technologies qu'on utilise tous les jours. Vous pouvez penser à le navigateur Google, enfin, pour chercher de l'information, tous les réseaux sociaux, mais pas mal aussi de services, même médicaux, etc. Et en fait, nous, on essaye plus particulièrement d'amener ces technologies qui sont adaptables, qui peuvent être personnalisées par les utilisateurs, de les amener plus proches des besoins des utilisateurs, des humains. Donc typiquement, on travaille avec des gens qui font de la création, des artistes, qui ont besoin de technologies pour justement explorer des nouvelles choses, repousser un peu des limites de ce qu'ils ont l'habitude, donc de générer des nouveaux sons, de générer de nouvelles images, de générer de nouvelles vidéos, et de là aussi pousser un peu les limites de ces technologies et imaginer d'autres types d'usages. Donc on travaille beaucoup avec les créatifs, c'est Beau et moi porte, mais on travaille aussi avec d'autres types de populations, par exemple les gens qui ont des problèmes de santé, par exemple des gens qui ont eu des déficits moteurs, et donc on construit aussi des systèmes qui sont personnalisés et qui leur permettent de réapprendre au fur et à mesure, donc de réapprendre des nouveaux mouvements grâce à un système qui va les guider et qui va leur donner des retours. Donc on peut se dire, en fait, ça n'a pas trop de lien, le côté créatif, le côté apprentissage, mais en fait, au cœur, c'est un peu les mêmes technologies. Donc ces technologies qui permettent d'être souples, malléables et adaptables en fonction des... Ça coupe pas mal? Oui, apparemment ça coupe pas mal. Ok. Alors sinon on peut passer à Théo. Ouais, pas de souci. On verra si avec Théo ça... Ok. Donc moi c'est Théo Sanchez, donc je suis doctorant. Donc qu'est-ce que c'est un doctorat? C'est en fait c'est un projet de recherche qui dure 3 ans en France, où en fait on a un sujet précis et on doit écrire une sorte de thèse, un mémoire sur ce projet. Et donc comme l'a dit Baptiste, mon projet ça porte justement sur ça, sur comment comment les utilisateurs peuvent entraîner des réseaux de neurones pour faire des tâches. Par exemple, comme il a mentionné, des tâches dans le domaine créatif ou artistique, puisque les réseaux de neurones, on a vu là par exemple qu'ils permettent de faire des prédictions sur des données, mais maintenant il y a également des réseaux de neurones qui permettent de générer des choses. Donc ça a beaucoup d'intérêt dans les domaines artistiques par exemple, puisque ça peut par exemple générer des choses un peu nouvelles en son, générer des images ou des vidéos.
Et donc, ça semble intéressant pour certains utilisateurs de pouvoir finalement entraîner leur réseau de neurones. Et donc, voilà, mon projet, c'est d'essayer de comprendre à la fois comment les gens comprennent ces réseaux de neurones et comment ils pourraient également les entraîner avec leurs données qu'ils pourraient par exemple générer. Et c'est ce qu'on va faire justement maintenant. Si Baptiste, tu n'as plus... est-ce que tu as quelque chose à ajouter si ta connexion est revenue? Vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? En fait, j'ai l'impression que ça dépend pas mal des gens et de leur connexion chez eux, parce qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, d'autres moins. Okay. Alors, je vais juste dire que donc en fait le système, l'application que vous allez utiliser et que Théo va présenter dès maintenant, Marcel, comme il a été introduit. Donc ça, c'est un projet Marcel, en fait, se fait avec Jules Françoise du LIMSI, qui est aussi chercheur CNRS, Théo et moi-même. Donc c'est un projet à 3, même si on n'est que 2 ici à le présenter. Alors du coup, est-ce que je présente l'outil, Théo et Baptiste? Oui, alors je vais vous introduire l'outil. Allez-y. Peut-être que Arnaud, tu peux envoyer. C'est bon. D'accord. Par contre, j'ai quitté le Twitch parce que j'avais peur pour ma connexion. Donc c'est toi Arnaud qui va manipuler et moi je vais expliquer de quoi il s'agit. Donc comme on l'a dit, peut-être on peut l'envoyer à chacun. Oui, on voit le lien. Le chat. Voilà. Ouais. Après, je sais pas s'ils peuvent voir le comme Twitch on l'a dit, et leur page internet en même temps. Peut-être on présente d'abord, Paul. Bien, on peut. Ok. Bon, si vous voulez, on le présente d'abord et puis ensuite chacun. Ok. Bah vas-y, Théo. D'accord. Alors voilà. Donc du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, donc les réseaux, ils ont besoin de données pour apprendre. Et ces données, la plupart du temps, les applications qui font tourner du machine learning récupèrent ces données sans vraiment qu'elles soient les données, par exemple, que vous pouvez donner sur des applications. Ici, dans ce cas-là, on va les dessiner, on va les donner explicitement pour pouvoir entraîner un modèle qui va classifier, qui va catégoriser les dessins que vous allez faire. Et c'est vous qui allez devoir, en fait, apprendre à ce modèle à catégoriser les dessins que vous avez faits. Donc, on a choisi les catégories. Donc, les catégories, elles sont, je vous l'ai dit, donc d'abord, la première, c'est lune, vague, chapeau, fromage et temps. Donc, en fait, ça va être un petit jeu où il va falloir, un peu comme si vous entraîniez votre coéquipier de Pictionary. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de société. Pictionary, c'est un jeu où on doit dessiner et votre coéquipier doit deviner ce que vous êtes en train de dessiner. Donc ici, on va essayer de faire apprendre à la machine, à l'algorithme, à reconnaître des dessins alors qu'il ne connaît absolument rien a priori. Et on va voir comment il apprend au fur et à mesure. Vous allez voir qu'il peut se passer des choses parfois un peu surprenantes, puisque ça n'apprend pas tout à fait pareil qu'un humain peut apprendre. Évidemment, si on dessine une lune à quelqu'un, et il va de suite reconnaître que c'est une lune. Ici, ce n'est pas le cas. Donc Arnaud, je lag un peu sur l'autre question. Vas-y, je te suis, je fais ce que tu me dis de faire. À gauche, il y a un carré blanc. Donc c'est ici qu'on peut dessiner à la souris. Je ne sais pas si tu peux dessiner par exemple une des catégories. Alors dessine une lune. Et ensuite, dans la boîte où il y a marqué corriger la prédiction si nécessaire, vous pouvez choisir de quel dessin il s'agit pour le dire à l'algorithme. Pour dire à l'algorithme, ce que j'ai dessiné, c'est une lune, un chapeau, un fromage. Du coup, donc là, je dessine une lune en dessous de Sketch Input. Voilà, c'est ça, dans le grand c'est une lune, pour l'instant, il ne connaît pas, et je mets ajouter et entraîner. C'est ça. Lorsque vous cliquez sur ajouter et entraîner, en fait, l'image que vous avez dessinée va être utilisée pour entraîner le réseau de neurones. Donc, vous pouvez faire ça, des dessins pour chaque catégorie. Et une fois que votre modèle commence à être entraîné, donc il faut en donner plusieurs, parfois un peu différents. Et une fois qu'il sera entraîné, vous pouvez le tester. C'est-à-dire que lorsque vous dessinez quelque chose,
il va vous dire ce qu'il pense, ce qu'il a trouvé comme résultat. Donc, par exemple, si vous dessinez quelque chose d'un peu différent, en fait, c'est en bas. Il va y avoir à la fois la prédiction Je vais juste dans relancer. la case. Attends, il faut que tu... Désolé, j'interviens, mais en fait, regarde dans Projet, là, en haut à gauche, Project, euh, Categorize. Paul, Arnaud, pardon. Ouais, vas-y. Parce que je pense que c'est quand on avait fait des tests. Donc peut-être supprime tout ça, et je pense qu'il faut repartir avec votre exemple de la Lune. Voilà. Ok. Et Est-ce du coup, oui. Vas-y, réessaye. Hop. est-ce qu'il y a moyen de... Attends, Du coup, donc là, je dessine une de ligne. choper le... Pardon. Je- Le réseau, le hop. lien. Ok, donc là, il est entraîné sur une lune. Alors, qu'est-ce que je Voilà. fais maintenant? Donc maintenant, par exemple, tu peux faire une deuxième catégorie. On peut dire, par exemple, celle que tu veux, Chapeau. chapeau ou fromage. Ok. Vous allez admirer mon très beau chapeau. Évidemment, le modèle, l'algorithme ne connaît rien, donc si vous dessinez le chapeau que vous voulez, il va apprendre celui que vous dessinez. Donc ça, pour moi, c'est un chapeau. J'ajoute et D'accord, j'entraîne. voilà. Et là, on va donc l'idée, c'est de le faire pour chaque catégorie. Et ensuite, si tu dessines quelque chose d'autre, sans lui dire ce que c'est, Donc là, pour l'instant, j'ai juste fait un rond dans un autre. Et il hésite entre lune et voilà. chapeau, mais il pense plutôt que c'est une lune. Voilà, c'est ça. Parce qu'en bas, il y a une boîte qui s'appelle vraisemblance où ils vous disent ce qu'ils pensent être le plus probable. Et à gauche de ça, il y a marqué incertitude. Ça veut dire que est-ce qu'il est certain, est-ce qu'il est confiant ou incertain par rapport à ce qu'il prédit. Ok. Du coup, on peut laisser chacun et chacune sur son ordinateur faire des Voilà. dessins le plus Donc possible. là, Vous faites un dessin, vous choisissez la catégorie ici. Et après, vous ajoutez et entraînez. Et ça va automatiquement nourrir votre réseau de neurones. voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de l'entraîner au mieux avec les dessins que vous souhaitez dessiner vous, euh, pour voir un peu comment il se comporte et voir il arrive à reconnaître ce que vous lui montrez. N'hésitez pas à poster des questions si c'est pas clair dans le chat, je peux vous répondre également. Donc il faut un peu explorer chaque catégorie, euh, essayer de donner quelques dessins pour chaque catégorie. Essayez d'ouvrir le site. Moi, je l'ai ouvert sur Firefox, les personnes qui ont des soucis. Et moi, sur Chrome, ça marche très bien. Attention, il y a un lien qui a été posté dans le chat avec une faute de frappe. Donc, si vous cliquez sur le lien où il y a écrit Netify, ça marche pas. Si vous cliquez sur le lien où il y a écrit Netlify, ça marche.
à jouer, un peu leur donner aussi parce que là, j'ai l'impression qu'on a un peu dit. Alors je reprends le micro. Je vais l'entraîner de mon côté. Du coup, donc. Alors, quelle catégorie? J'ai pas fait fromage, par exemple. Donc, je fais fromage. Si vous. Vous n'êtes pas obligé de garder le son de Twitch si vous voulez faire vos dessins tranquillement. Normalement, non. Normalement, tu n'es. Alors oui, c'est quelque chose qui n'a pas été montré par les chercheurs. Si vous cliquez sur Données, vous voyez les dessins que vous avez déjà finis. Donc pour l'instant, moi j'ai fait qu'une lune et un chapeau. Donc label, c'est un autre nom pour dire la catégorie. Donc catégorie lune, j'ai un dessin. Catégorie chapeau, j'ai un dessin. Et là, dans l'entraînement, si je dis que ça c'est un fromage, hop, j'ajoute. Donc le temps qui calcule un petit peu l'algorithme, ça prend quelques secondes. Et là, hop, j'ai le fromage qui s'affiche dans mes données pour voir un peu où vous en êtes. Pour l'instant, j'ai fait qu'un dessin, j'ai même pas fait toutes les catégories. Donc, un mauvais dessin, c'est-à-dire Euh, Alors, vous pouvez effacer toute la catégorie, mais ça fait aussi effacer les autres dessins que vous avez fait. Donc, si ma lune, je l'aime pas, je supprime lune. Donc, dans les données, je vais sur lune, et là, il y a la petite croix, mais ça va supprimer tous les dessins de lune. Si jamais vous avez une tablette graphique chez vous, c'est le moment. Euh, Attends. Est-ce que ça prend en compte les couleurs? Oui, vous pouvez changer les couleurs avec les petites flèches ici. Et, là, et ça change quelque chose dans l'algorithme. Oui. Paul, normalement on t'entend. Est-ce que vous entendez Paul? Alors pour ça, il faut que je parle.
C'est bon, t'entends Paul, tu peux me poser les questions, du coup, relayer les questions. Très bien. Moi, j'ai fait par exemple une image dans... Question, je Chute les relève. rebelle. Là, j'ai mes 5 catégories et j'ai une image dans chaque. Donc là, je peux déjà essayer de voir si, je sais pas, si je fais un chapeau, par exemple une casquette. Très belle. Donc pour lui, c'est une lune. C'est que je ne l'ai pas entraîné avec des casquettes, j'ai entraîné qu'avec des chapeaux de forme. Du coup, tu peux l'ajouter dans ta database. Tu vois. Avec une belle casquette comme ça, ce serait dommage de ne pas la mettre. Donc le dessin que tu viens de faire là, c'est une casquette. Ah oui, on n'a pas mis aussi en début, on est dans un espace de bienveillance. On ne juge pas les dessins des uns et des autres. Il n'y a que les algorithmes qui ont le droit de juger. Au revoir les Yousfi. C'est- Je vois qu'on a l'impression que ma casquette était plutôt une souris. Peut-être. Alors on nous demande où sont les chercheurs. Ouais. Si tu veux nous remettre dans le live. Ouais. Ouais. Alors, je fais ma dernière lune et j'arrive. Ça marche. C'est clairement un fromage. Il y a un fromage. Ah, on nous entend? Est-ce que c'est très différent que ça, une lune et un fromage en même temps Alors, je non. pense qu'il y en a qui n'ont pas compris, donc il faudrait peut-être. Ouais. Je vais peut-être réexpliquer. Ouais, pas de souci. Là, on m'entend là. Théo, est-ce que vous On entendez m'entend là. Théo? Ouais, ok. Ouais, ok. Alors, du coup, voilà, l'idée de cette petit atelier, c'est de voir vraiment ce que ça donne d'entraîner un algorithme d'apprentissage machine. Donc, comme on a dit, on a expliqué ce que c'était des neurones, comment ça apprend à partir des données. Et là, l'idée, c'est de créer ces données en les dessinant pour essayer de voir s'il arrive à reconnaître ce que vous dessinez. Alors, donc, comme on a dit, il faut dessiner à gauche dans le petit cadre blanc et choisir la catégorie que vous avez dessinée au départ pour entraîner le modèle, pour entraîner l'algorithme. Et une fois que vous lui avez donné des dessins en lui disant à quelle catégorie ça appartient, vous pouvez également le tester, c'est-à-dire lorsque vous allez dessiner quelque chose, il va deviner ce que vous dessinez. Donc, s'il y en a qui n'ont pas... et votre but, c'est d'essayer de le faire reconnaître correctement ce que vous voulez dessiner. S'il y a des questions encore, n'hésitez pas sur où est-ce qu'on clique pour entraîner, où est-ce qu'on lit la prédiction de l'algorithme. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et en général, il vous faut combien de dessins pour que l'algorithme soit un peu correctement entraîné? Alors, ici, normalement, c'est assez rapide, mais ça dépend un peu de vous, à quel point vous considérez votre algorithme robuste. Et donc, l'idée, c'est on va vous demander, lorsque vous êtes à peu près satisfait, vous pouvez vous arrêter et on vous donne peut-être des instructions pour la suite. Alors, la prédiction, on la lit alors soit en haut à droite, lorsque vous dessinez quelque chose, il y a
la dernière image que vous avez dessinée qui apparaît, et au-dessus de cette image, il y a marqué la prédiction de l'algorithme. Que c'est un chapeau. Voilà. Ou alors, en bas à gauche, il vous dit, en dessous lorsqu'il vous dit s'il est confiant ou incertain, il vous donne également la prédiction. Et sinon, sur le graphique derrière, en bas à droite, c'est la colonne qui est la plus haute des 5. Mais voilà, que il y a là, plusieurs représentations. Vous ne pouvez pas bien voir parce que Théo est devant. Alors ça va être réglé en 2 ok. secondes. Hop. Est-ce mieux? Voilà, là on voit que sur ce dessin-là, c'est le chapeau qui a l'air le plus probable, même s'il est incertain, pour l'algorithme. Donc si vous voyez que votre algorithme est fixé sur une catégorie, peut-être regarder dans vos données pour voir un peu essayer de comprendre pourquoi il serait bloqué sur une prédiction et de redonner de nouvelles données. C'est ici. Les dessins. Donc c'est un peu ça qui est compliqué, comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est que ces algorithmes sont un peu des boîtes noires. On ne comprend pas vraiment, on n'a pas vraiment une manière d'agir dessus directement comme on le fait d'habitude en codant des lignes de code, mais c'est tout à travers les données qu'on lui donne. On peut voir si Théo est meilleur que le réseau de neurones. Pour toi, c'est quoi, Théo, le dessin que j'ai fait? Alors malheureusement, mon live est bloqué là, donc je peux pas voir ce que je dessine. Je vois une espèce de pizza ou une espèce de cellule. Non? Ah bah je pense que tu viens d'essayer de faire des vagues. Ouais. Bah, il avait trouvé la lune. Vous voyez, en fait, s'il n'y a qu'un seul dessin par catégorie, il n'a pas assez de possibilités, le réseau de neurones, pour déterminer à chaque dessin si ce que c'est ou non. Il faut vraiment qu'il voit, plus il verra d'exemples, plus il sera efficace. C'est d'ailleurs un enjeu des réseaux de neurones, c'est d'avoir beaucoup de données en entrée pour qu'il soit, dans toutes les situations possibles, le plus efficace. Oui, là très clairement, il n'avait jamais rencontré une image qui ressemblait à ça, donc il ne pouvait pas deviner que c'était des vagues. Là, par contre, tu pourrais réessayer. On nous demande si c'est possible de rajouter des nouvelles catégories. Est-ce qu'on peut rajouter des nouvelles catégories, Théo? Alors, on peut, mais pas dans cette version d'essai, parce que c'était justement pour voir. Après, en fait, on aimerait vous faire passer un questionnaire pour voir si on peut récupérer les dessins que vous avez faits pour en fait faire une étude. Donc, évidemment, avec votre consentement, on va vous demander si vous êtes d'accord. Et donc, du coup, on s'est dit, on va essayer de limiter un peu, parce que si tout le monde peut choisir, évidemment, c'est plus amusant. Et on peut également faire une version, le poster sur le Twitch avec cette possibilité en dehors du live. Mais on s'est dit que si jamais vous acceptez de participer, que vos dessins soient inclus dans l'étude, ce sera plus facile d'analyser si tout le monde a les mêmes catégories. Alors il y a Trottinette 007 qui dit qu'elle a pu ajouter une nouvelle catégorie dans les données. Bravo Trottinette. Je ne sais pas comment elle a fait. Ouais. Sinon, de coup, comme disait Théo, on va vous proposer de partager vos dessins entre vous et surtout avec les chercheurs. On va vous expliquer tout, c'est pas très compliqué, on va vous montrer. Et là, ce qui était intéressant, ce qui s'est passé, alors je sais pas s'il y en a qui regardaient ma fenêtre à moi, mais c'est que du coup, ces fameuses vagues, donc celle-là, j'ai fait ça, ils croyaient que c'était un chapeau. Du coup, je l'ai entraîné avec 2 vagues comme ça différentes, et là, maintenant, normalement, même si je la fais un petit peu mal, il arrive à voir de façon assez confiante que c'est une vague. Parce que j'ai déjà eu 2 dessins qui ressemblaient à peu près à ce que je suis en train de faire. Alors oui, il y avait des questions effectivement que je pourrais en profiter pour répondre. Alors moi j'avais noté 3 questions. La première c'était à quelle vitesse un neurone réagit. Alors en fait dans un réseau, comme l'idée c'est que tous les neurones sont connectés entre eux dans un réseau, la vitesse du réseau va dépendre surtout du nombre de connexions
entre neurones, du nombre de neurones aussi, mais du nombre de connexions. Et il peut y avoir plusieurs millions de neurones connectés dans un réseau qui est stocké dans la mémoire de l'ordinateur. Donc si on regarde le réseau entier, ça peut être très long. D'ailleurs, on a souvent besoin de cartes graphiques, c'est-à-dire les cartes graphiques qu'on a besoin pour jouer aux jeux vidéo, par exemple, où en fait ça permet de faire des calculs en parallèle, parce qu'un ordinateur ne fait qu'une tâche à la fois. Et donc, pour que ce soit rapide, il faut réussir à faire plein de calculs en même temps. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent des cartes graphiques. Et donc, c'est difficile de répondre sur la vitesse d'un neurone, mais en tout cas, la vitesse d'un ordinateur, c'est environ 3 GHz, c'est-à-dire qu'il peut faire 3 milliards d'opérations, par exemple 2 plus 2, en une seconde. Une opération, ça peut être une addition, plein d'opérations élémentaires, comme ça. Ça peut en faire 3 milliards en une seconde. Donc, j'imagine que c'est difficile à répondre pour un neurone, mais pour un réseau de neurones, ça va beaucoup dépendre du réseau. Est-ce que le réseau comporte des millions de neurones ou des milliers? Ça va changer beaucoup la vitesse de calcul. Alors, on nous pose une question que je n'ai pas bien compris de Science by Art. Mais du coup, on va peut-être attendre si Science by Art c'est ce qui a été demandé par Clémentine, nous la retaper en entier, parce que je suis pas sûr de poser la bonne question. Sinon, en attendant peut-être la question, là j'ai quelque chose que je viens de voir. Pour le temps, j'ai fait une montre, plus ou moins une montre de façon verticale. De haut en bas, on voit que là, si je fais une montre horizontale, il voit un chapeau, quoi. Du coup, l'orientation du dessin est aussi importante pour entraîner le réseau. Et alors, une autre question pour les chercheurs, donc pour toi Théo ou Baptiste. Là, c'est une question qu'on a reçue par mail. C'est pour demander comment alors, les GAN font pour générer des faux visages. Alors, peut-être qu'on va redonner un tout petit élément de contexte pour situer cette question-là. En amont de cette animation, on a envoyé à tout le monde des liens vers plusieurs sites qui proposent des algorithmes, où il y a des réseaux de neurones, et notamment un algorithme qui s'appelle This Person Does Not Exist. Oui. Donc une page où à chaque fois que la page se charge, il y a une image de quelqu'un qui n'existe pas et qui a été complètement généré par un algorithme qui apparaît. Alors, je vais remettre dans le chat le lien vers cette page, c'est vrai qu'il veut y rejeter un œil. Et donc, quelqu'un qui est allé sur ce site demande comment ça fonctionne, comment les faux visages peuvent être générés par ce type d'algorithme. Donc, quel est le type d'algorithme qui génère ce genre de visage? Alors, donc, en fait, ces algorithmes GAN, ça veut dire generative, donc ça veut dire qui génère des choses. A, c'est adversarial, donc adversaire, et N, network, ça veut dire réseau. Donc GAN, GAN, ça veut dire un réseau qui génère et qui a un adversaire. Et en fait, il y a beaucoup de réseaux qui font ça maintenant, qui vont en fait s'entraîner en se contre eux-mêmes en quelque sorte. C'est un peu ce qui a été fait pour le jeu de Go, c'est-à-dire que les algorithmes vont jouer des parties de Go entre lui-même, et en fonction de qui perd ou qui gagne, il va progresser comme ça. Donc l'idée de ces GAN, c'est qu'il y a une partie du réseau qui va générer un visage, et une autre partie du réseau qui va essayer de savoir si c'est un vrai ou un faux. Il doit essayer de discriminer, c'est-à-dire dire est-ce que le visage généré est vrai ou faux. Et en fait, ils vont s'entraîner collectivement, ils vont progresser mutuellement. L'un, il va progresser à générer des visages toujours plus réalistes, tandis que l'autre, il va progresser en arrivant à discriminer toujours mieux les vrais des faux visages. Donc c'est assez malin. C'est-à-dire que le même réseau, en fait, comment dire, il est en compétition un peu avec lui-même pour progresser dans le fait de générer un visage ou une image. Je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée c'est voilà, qu'il s'entraîne un peu tout seul en générant des visages à partir de rien.
et un autre modèle qui arrive à dire si oui ou non c'est un vrai ou un faux. Donc vous pouvez voir le lien là, This person does not exist, c'est assez bluffant. Puisque c'est justement ce type d'algorithme, les GAN, qui peuvent générer ce genre d'image. Alors, une autre question encore. Alors, d'abord, une question qui a été posée au début, pendant l'introduction. On nous demandait, Ouais. alors, est-ce que pour que le machine learning fonctionne, il faut que les données ne soient pas trop éparpillées? Oui. Alors pour ça, je dirais que ça dépend du modèle utilisé. Donc une chose peut-être qui est importante de préciser, c'est que justement, on se demande souvent quelles sont les limites de l'apprentissage machine. Et en fait, une des réponses, c'est que pour l'instant, c'est beaucoup associé à une tâche. C'est-à-dire, par exemple, si on fait une tâche comme ici, catégoriser des dessins, il va y avoir un certain nombre d'architectures, c'est-à-dire de manières d'agencer les neurones entre eux, de les connecter entre eux, pour répondre à cette tâche. Et selon ces modèles, justement, ils peuvent être plus ou moins capables de modéliser la variabilité. Les données qui sont variables, qui sont pas les mêmes, et ça dépend du modèle et de sa capacité justement à considérer cette variabilité ou non. Dans le cas de Marcel, que vous êtes en train d'enseigner les dessins, normalement ça marche plutôt bien. Il arrive à reconnaître, si vous lui donnez plusieurs dessins très différents pour la même catégorie, par exemple 2 fromages, un roquefort, un camembert et un autre fromage, une bûche de chèvre, il arrivera normalement à reconnaître ces 3 fromages comme étant la même catégorie. Donc je dirais que ça dépend vraiment du modèle, mais oui, effectivement, les réseaux de neurones maintenant arrivent à considérer cette variabilité dans les images. Et Je pense qu'on peut. Enfin, ça s'est fait d'ailleurs assez naturellement. Mais j'ai repassé la présentation sur Interview. Du coup, bah, on peut continuer à poser les questions. Là, il n'y a plus le logiciel en fond. Ouais. Alors, du coup, une question qui a un peu un lien avec la question qui vient d'être posée par Merox 108. Pour qu'un algorithme détecte une image, il analyse quoi? Les couleurs, les formes, les caractéristiques de la forme, tout à la fois. Comment l'analyse est faite? Donc je sais pas si Baptiste, peut-être tu veux aussi répondre à une question, ou je sais pas si tu es sur le live. Si, tu veux. Quand je relis la question. C'est à propos des formes, des couleurs de Clémentine. Oui, alors du coup, il analyse, oui, effectivement. En fait, il va analyser à la fois les formes. Donc ça va être très utile pour faire de la détection d'objets, de détection de visage, tout ça. Mais aussi les couleurs, notamment des effets de contraste entre les différentes couleurs, pour faire par exemple aussi détecter ce qui est devant de ce qui est de l'arrière-plan. Donc tout ça, effectivement, les algorithmes d'aujourd'hui de deep learning sont capables de faire ça. Ouais. Du coup, moi j'avais... Très bien. Vas-y. Vas-y. Parce que du coup, j'ai noté des questions qui étaient parvenues avant qu'on présente l'outil Marcel. Du coup, c'est une question, est-ce que on utilise toujours une fonction au sens mathématique ou une fonction au sens plus large dans les réseaux de neurones? Est-ce que c'est toujours des maths derrière? Oui, quand on parle de fonctions, c'est mathématique. C'est souvent des transformations en fait des données vers une sortie. Il y a toujours une entrée qui sont les données brutes. Et en fait, il y a des couches de neurones qui font chacun une transformation. Et c'est une fonction mathématique qui transforme les données petit à petit pour arriver, par exemple, aux catégories. On peut dire que finalement, Marcel, il va prendre les données brutes et il y a plusieurs fonctions qui vont s'appliquer les unes à la suite des autres pour transformer en fait les données en catégories. Dire aux personnes qui sont
pas forcément familière de ces choses-là, c'est qu'une image, c'est un ensemble de ce qu'on appelle des pixels, comme une mosaïque. Imagine une mosaïque, il y a plein de petits carrés de couleurs. Assemblés les uns avec les autres, ça fait une image. Une image informatique, c'est pareil. Du coup, les pixels, ils peuvent s'exprimer sur l'ordinateur avec alors une suite de 1 ou de 0 pour que l'ordinateur comprenne. Mais c'est comme ça qu'il va comprendre l'image. Lui, il va voir l'image comme une suite de nombres. Il il saura pas plus que ça représente pour de vrai pour nous. Et voilà, du coup, lui, il va utiliser les pixels de l'image pour après faire des fonctions mathématiques. Donc l'algorithme va vraiment travailler avec des nombres. Il va pas travailler avec une image brute. On va peut-être, plutôt que de... Alors, il y a quelques questions qui traînent encore, mais on verra après. On va peut-être passer à peut-être la suite de ce que vous vouliez faire, Baptiste et Théo, sur Marcel. Ouais. Alors, je vais revenir Alors, ouais, Maintenant que tout le monde a bien je reviens au entraîné, logiciel. Hop. Du coup, on n'entend que Théo. Je peux remettre Baptiste si tu veux. Si ça fonctionne, sinon Théo peut présenter tout Vous seul. voilà tous les deux. Très bien. ok. Donc du coup, pour la suite, maintenant que vous avez entraîné votre modèle et que vous êtes satisfait de Marcel et qui reconnaît bien ce que vous dessinez, l'idée c'est que pour justement, enfin ce qu'on avait pensé, c'est que vous allez échanger les modèles entre vous que vous avez entraînés. Et donc pour cela, il faut d'abord le partager. Donc il faut que vous alliez dans l'onglet Je suis partage dessus. et après dans Current Project, vous pouvez faire Attends, déjà, faut exporter. qu'il fasse un compte. Et là, Faut que tu montres ah oui, il le faut faire un compte. compte, excuse-moi. Parce que là, pour l'instant, je vois Donc login je et vois pas. sign up. Je suis dans partage. Normalement, vous devriez voir login ou Voilà. sign up. Donc dans partage, voilà. Donc dans partage, vous pouvez appuyer sur sign up pour vous créer un compte. Donc là, j'ai. Donc choisissez, s'il vous plaît, un pseudo qui ne soit pas votre vrai prénom et nom. C'est pour des raisons de confidence, enfin d'anonymisation des données. Comme ça, on ne saura pas qui a dessiné quoi. Donc choisissez Mais un rappelez-vous pseudo. de... Ah oui, essayez de vous en rappeler par contre, parce qu'après on va vous faire passer un petit questionnaire que vous pouvez remplir et on va vous demander de l'indiquer sur le Du coup, questionnaire. voilà, moi j'ai mis Toto comme pseudo. Et puis, comme c'est pas du tout enregistré, personne ne saura que c'est moi. Hmm. Et du coup, j'ai mis un mot de passe. Faut qu'il fasse au moins 8 caractères, le mot de passe. C'est la seule contrainte. Et après, sign up et ça va automatiquement me créer un compte. Et il me dit bonjour. Bonjour Toto. Bah vas-y Théo, tu peux. D'accord. Donc du coup, maintenant que vous êtes connecté, vous pouvez aller dans Current Project C'est bon. et faire exporter. Et là, il faut cliquer sur rendre ce projet Faut lui donner un public. nom aussi. Voilà, vous lui donnez un nom, ben, par exemple votre pseudo Ouais. Toto que 7. vous avez choisi. Et là. Du coup, il est en train d'exporter le projet. Donc ça prend un peu de temps parce que j'ai fait pas mal de dessins. Est-ce que tout se passe bien? Voilà. Donc C'est n'hésitez pas à peut-être demander si vous avez des hmm. questions dans le chat. C'est peut-être un peu lent si tout le monde le fait en même temps, mais ça devrait Hop, fonctionner. c'est bon. Ça Ça devrait a été marcher, ouais. exporté. Donc normalement, si je vais voir dans C'est les bon. projets publics, comme je l'ai rendu public, bah j'ai Toto 7. Alors, ah bah, je vois que Yole Shiroy l'a déjà fait. Voilà. Donc Super. n'oubliez pas de rendre le projet public. Comme ça, vous pourrez, d'autres personnes vont Alors, est-ce pouvoir que Yole importer Shiroy, tu votre algorithme. m'autorises à regarder ce qu'il y a dans ton dataset ou pas, devant les autres? Je ne sais pas si tu es encore connecté. C'est Maxime? Ok. Est-ce que je peux utiliser ton dataset? Ah oui, ça a coupé apparemment pour certains qu'on a expliqué comment créer son compte. Quand vous êtes dans partage, il faut aller tout en haut déjà dans partage, là où il y a ma souris. Et après, vous cliquez sur Current Project et il va vous proposer soit Login, soit Sign Up. Il faut cliquer sur Sign Up, choisir un pseudo qui n'est pas votre vrai nom et du coup mettre à créer un mot de passe.
Après, c'est assez classique comme tous les... Et après, dans Current Project, il va vous proposer de partager votre projet. Du coup, bah, est-ce que je vais charger ce projet-là? Hop. Donc là, il est en train de récupérer les données. Ça a été fait. Donc je peux aller regarder. Donc là, je vois des chapeaux, les images qu'a fait, je ne sais plus le pseudo. Et du coup, bah, je peux m'amuser, voir est-ce qu'il marche bien, est-ce qu'avec mes dessins ça marche bien. Donc là, je retourne dans entraînement pour voir les résultats. Et là, je vais dessiner quelque chose et ça va utiliser ce qui a été fait par Yole Shiroy. Et il voit que bah, le chapeau, ça a l'air de pas mal marcher. Et ça, c'est pas mes dessins qui ont entraîné le réseau de neurones. C'est d'autres dessins. Mais si je fais une horloge, on va faire une peu plus belle horloge. Hop. Voilà, c'est... Voilà, donc là, peut-être l'idée, c'est que vous pouvez aller dans ces projets publics, en charger un au hasard, retenez juste lequel vous chargez, et essayer de tester finalement ce que quelqu'un d'autre a fait, voir s'il a dessiné pareil que vous, et finalement s'il va reconnaître aussi ce que vous dessinez ou pas. Donc vous pouvez commencer par essayer de faire deviner, devinez-vous comment l'autre personne a dessiné les différentes catégories et après regarder peut-être les données pour voir quels étaient ses dessins. Voilà, c'est sûr que si vous regardez les données d'emblée, vous allez comprendre facilement comment l'algorithme a été entraîné. Donc essayez de voir avant sans regarder, ouais. Ah, on a un Marcel est trop bien. Delcera est fan de Marcel. Merci Delcera. Et elle a 9 ans, et à 9 ans, elle adore. Delcera. Par contre, Somatic Feu dit que Oui. l'export est très long. Bah oui, comme je pense qu'on est beaucoup utilisé l'outil en même temps, et si vous avez fait beaucoup de dessins, plus vous avez fait de dessins, normalement, plus ça prendra de temps. Normalement, ça... On va pas tarder à se diriger vers la fin de cette animation, que ça fait déjà 1h20 qu'on est en ligne, en direct. Ce qui veut dire que s'il y a vraiment des questions qu'on a complètement zappées, c'est le moment de nous les renvoyer. Là, on va fait. repasser sur le... Donc on est tous à l'écran. Et du coup, bah, pour le formulaire pour le consentement à utiliser vos données par les chercheurs Baptiste et Théo, on va vous l'envoyer par mail. On vous renverra, ceux qui sont inscrits à l'atelier, on vous renverra par mail le lien. Oui, à tout le monde. Si jamais vous avez suivi le live et que vous n'étiez pas inscrit, ça veut dire qu'on n'a pas votre adresse mail. N'hésitez pas du coup à nous envoyer votre adresse mail à confinetascience@gmail.com. Et on peut aussi poster. Qu'est-ce qu'on peut poster dans le chat? J'ai reçu un message, mais je ne sais pas quoi. Ah oui, notre adresse mail, oui, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez dire avant qu'on termine, Théo et Baptiste? Bah, peut-être juste merci beaucoup pour la participation. Et en fait, les données, peut-être pour vous donner juste 2 mots, c'est que les données qu'on va utiliser, c'est vraiment les données de dessin que vous avez produit. Et donc, il n'y a pas du tout de données personnelles, etc. Et c'est exclusivement à nos fins de recherche. Donc, ça veut dire que l'outil que vous avez pu utiliser chez vous aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui est utile à la recherche, ce qui est quand même cool. Vous avez pu contribuer à de la recherche de chez vous. Si vous êtes d'accord, hein, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne remplissez pas le formulaire et vous dites non, et puis comme ça, c'est réglé. L'adresse mail, je l'ai écrite en haut, je vais la reposter. Sinon, c'est tout bêtement confinetascience@gmail.com. S'il y a des questions qui pop plus tard, n'hésitez pas à nous les envoyer et puis on les transmettra. Sauf s'il y en a 13 000, dans quel cas on les transmettra pas toutes. Vous recevrez d'ici demain, pareil, à toutes celles et ceux qui sont inscrits, donc on a vos adresses mail, on vous enverra un lien vers une page Padlet
Bon, bref, vous verrez. Si vous avez envie d'aller plus loin, de regarder les vidéos, des articles, des trucs qui permettent d'aller plus loin sur le sujet et qui nous ont servi pour préparer cette animation. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose? Merci à tous pour votre participation. Et puis n'hésitez pas à poster des questions. Je sais pas si on a accès encore au chat après. Mais après, les questions, vous pouvez nous les passer à nous et si elles concernent les chercheurs, voilà. on les transférera. Merci à vous en tout cas. En tout cas, mille merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Marcel de s'être prêté au jeu. Ah oui, si, j'avais quand même une question qui peut être un peu bête comme ça, mais est-ce que c'est possible d'utiliser Marcel? Enfin, maintenant que les gens ont le lien vers Marcel, est-ce qu'ils peuvent tous l'utiliser quand ils veulent comme ça, ou c'est un lien qui était juste pour aujourd'hui? A priori, oui, il va rester en ligne. Il va rester en ligne. Donc, vous pourrez l'utiliser. Et c'est même possible de le partager avec des amis ou avec sa famille? Oui, alors la partie compte, tout ça, il faut on va peut-être pas la laisser ouverte parce que ça peut vite fait avoir des quantités de données énormes et c'est un peu compliqué de gérer ça. Mais en tout cas, l'application en tant que telle restera sûrement en ligne, oui. D'accord, donc vous avez le droit de continuer à jouer avec Marcel, même une fois que ce live est terminé. Eh bien, on vous remercie à tous. Prenez soin de vous pendant ce confinement. On espère que ça vous a plu. Normalement. N'hésitez pas à nous faire des retours par mail, à nous dire ce qui était bien, ce qui était nul, ce qui était compliqué, ce qui était laborieux, ce qui était fantastique. N'hésitez pas à tout. Et normalement, on a une programmation avec au moins 3 événements par semaine, si on s'y tient, jusqu'à ce que nous soyons libres de ne plus propager le virus les uns aux autres. Et de voir. Donc, je vais couper. Donc, merci encore. Et à une prochaine fois, on espère. Merci à vous. Merci.